Hervé Petit, de l'application de la chirurgie régénératrice en orthopédie, défi de l'ingénierie tissulaire osseuse en 2017. Hervé. Donc, bon après-midi à tous. Donc, je vais vous parler de la chirurgie réparatrice plutôt. Je suis assez d'accord avec Philippe en orthopédie. Après un bref rappel du problème clinique, comme vous le savez tous, la grande majorité des fractures osseuses réparent spontanément à travers une cascade biologique qui inclut la formation d'un hématome, d'un calme, l'ossification du calme et un processus de remontage osseux. Il y a cependant un certain nombre d'indications cliniques, dont le traitement des grandes pertes de substances osseuses auxquelles on s'intéresse au laboratoire, où il y a un besoin de greffe osseuse. La technique chirurgicale de référence, c'est l'autogreffe osseuse, parce que c'est à la fois un biomatériau sur lequel les cellules osseuses peuvent adhérer, proliférer, se différencier. C'est aussi un réservoir de facteurs de croissance ostéogènes, et c'est aussi un réservoir de cellules souches et progénitaires squelettiques. Hélas, l'autogreffe osseuse a un certain nombre d'inconvénients, donc une morbidité associée au site donneur et un stock osseux limité. C'est pourquoi, depuis longtemps, les chirurgiens et les chercheurs cherchent à développer des alternatives à cette autogreffe osseuse. La première alternative qui a été développée, c'est l'utilisation d'allogreffes ou de DBM ou des biomatériaux, des matériaux bioactifs. Catherine vous en a parlé tout à l'heure. On peut aussi utiliser des matériaux ostéo-inducteurs. Celui qui a passé en clinique, c'est l'utilisation des BMP. Le défi là, c'est de délivrer les facteurs de croissance avec une cinétique de relargage physiologiquement pertinente. Et ensuite, il y a les matrices ostéogènes, les biomatériaux ostéogènes, avec des cellules souches squelettiques. Et je vais me focaliser sur cette troisième alternative. Je vais focaliser mon topo sur cette troisième alternative. Alors, il y a différentes sources potentielles de cellules souches squelettiques. Jérôme vous en a parlé. On peut les prendre soit au niveau des cellules souches embryonnaires, on peut dériver des cellules souches mésenchymateuses et des cellules ostéogènes, soit à partir des cellules souches pluripotentes induites. Moi, je vais me focaliser aujourd'hui sur les cellules souches mésenchymateuses. Elles ont été découvertes par Alexander Friedenstein dans les années 68. Elles ont plusieurs noms, parce qu'on est moyennement d'accord sur leur statut exactement de cellules souches. Alors les gens peuvent les appeler mesenchymal stem cells, multipotente stromal cells ou marrow stromal cells, c'est toutes les mêmes. Elles sont assez faciles d'obtention à partir de la moelle osseuse, puisqu'il suffit de les ensemencer dans une boîte de pétri et on va les sélectionner par adhérence préférentielle au plastique. Et ça, c'est vrai pour les cellules souches mésenchymateuses humaines. Alors, le scénario clinique, au moins initial, c'était de prélever de la moelle osseuse au niveau des plaies iliaques chez le patient, d'identifier ces cellules, de les mettre en place sur une matrice et de réimplanter. On pouvait aussi cultiver les biomatériaux cellularisés dans un bioréacteur. L'hypothèse de travail, c'était que les cellules souches mésenchymateuses qu'on allait mettre dans le biomatériau en bleu, elles allaient tout d'abord proliférer. Le biomatériau allait être envahi par le tissu environnement. Là, en jaune, vous avez le tissu osseux et un envahissement concomitant par de la vascularisation. On avait formation du tissu osseux, résorption du biomatériau, et en théorie, on devrait obtenir une réparation osseuse intégrale. La preuve du concept, elle a d'abord été faite dans des modèles ectopiques et orthotopiques chez le gros animal, puis on est passé chez le grand animal, en particulier au laboratoire chez la brebis, où on a d'abord mis au point un modèle de résection segmentaire diaphysaire
de grande taille chez la brebis au niveau du métatarsien. Dans ce modèle-là, quand on essaye des faux vides, on n'a jamais aucune réparation. Quand on fait de l'autogreffe osseuse, on avait une réparation osseuse systématique. Ça a été fait par Véronique Vigato en particulier et Mathieu à l'EMVA. Donc on a essayé de faire la preuve du concept dans ce modèle-là en prenant de la moelle chez la brebis, amplifiant les cellules, les mettant en place dans un biomatériau et en réplantant le tout. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'il n'y avait jamais de réparation osseuse dans les défauts laissés vides, comme je vous l'ai dit. Il n'y en avait jamais quand on mettait le biomatériau. Dans ce cas-là, c'était l'exosquelette de corail. Par contre, on avait une belle restitution atteinte des grammes, enfin une bonne consolidation, une bonne formation osseuse dans 40% des cas quand on mettait le produit de thérapie cellulaire sur de l'exosquelette de corail. Vous avez là l'image d'un os normal et à 4 mois, la réparation, le rétablissement de la continuité osseuse, voilà le mot que je cherchais, à 4 mois dans le groupe corail CSM. Et on avait un effet quantitativement positif. Ça c'était, donc on a gardé la brebis, une des brebis, parce que ça avait été fait sur un groupe de brebis, mais qu'on a toutes sacrifiées pour des raisons de coût à 4 mois, 14 mois, et on a pour essayer de regarder si on avait une belle réparation. Ça c'est à 4 mois, l'animal, histologie osseuse à 4 mois, et vous l'avez là à 14 mois, on voit que ça ressemble déjà plus à un tissu osseux normal. Là, il n'y a plus d'ostéosynthèse. Donc l'animal, l'os est fonctionnel. On a effectué aussi cette étude, on a répété l'expérience en utilisant la technique de Masquelet dont on vous a parlé tout à l'heure, et on obtient dans ce cas-là, il n'y a pas de différence significative dans la quantité d'os néoformés dans le groupe corail CSM ou dans le groupe autogreffe osseuse. Par contre, on a une consolidation osseuse clinique qui reste inférieure par rapport à l'autogreffe. Là-dessus, les enseignements qu'on peut tirer de ces études grands animaux, c'est que c'est faisable de repasser du tissu osseux par thérapie cellulaire, mais on reste inférieur au niveau d'efficacité thérapeutique à celle de l'autogreffe osseuse. Il y a 3 choses qu'il faut, à mon avis, contrôler ou optimiser. C'est le biomatériau support, la fraction cellulaire et contrôler la variabilité interindividuelle. Donc je vais vous parler des 2 premiers défis dans le temps, avec les raisons de temps. Alors, optimisation du biomatériau support. Le challenge, le défi là, c'est d'obtenir une résorption du support qui va être parallèle, qui est commensurée à la formation osseuse. Alors on a regardé plusieurs paramètres. Je vais passer assez vite sur celui-là. C'est le rôle du contenu littéral du biomatériau. Comme vous l'a dit Catherine, il y a certains ions qui ont des effets anaboliques sur le tissu osseux. Donc on va substituer l'hydroxyapatite par certains ions. Et là vous avez par exemple de l'hydroxyapatite, c'est l'hydroxyapatite, hydroxyapatite carbonatée et hydroxyapatite carbonatée silicatée. Et là, vous avez là la quantité de minéral qui est produite à 28 jours, je crois. C'est ça, à 28 jours. Et on voit qu'il y a un effet positif d'une substitution par de l'hydroxyapatite, par du carbonate ou par des silicates. Donc on peut jouer sur ce paramètre-là. On peut jouer aussi sur un paramètre très simple qui est le rôle de la taille des particules de biomatériaux. C'est un paramètre qui est extrêmement simple et qui a un effet qui est non négligeable. Là, on a implanté par exemple des particules de 45, 80, 80, 200, 300, 450, 610 000 et 3 mm avec des cellules souches mésenchymateuses dans un modèle de sous-cutané chez la souris qui est utilisé classiquement en thérapie cellulaire osseuse pour juger du potentiel ostéogène des produits de thérapie cellulaire. Là, vous avez les résultats des différents groupes. Je vais directement passer à l'analyse quantitative. Et là, vous avez la quantité d'os néoformés en fonction de la taille des particules à 2 mois. Et on voit bien qu'il y a une catégorie de taille de particules, 80-200, qui a un effet très positif sur la quantité d'os néoformés. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est trouvé avec ce matériau-là, ça a été trouvé avec d'autres matériaux. Et ça a aussi un effet
positive sur la quantité de moelle osseuse formée. On joue aussi, là, quand on utilise des blocs de biomatériaux puis des granules, sur le rôle de l'architecture interne du biomatériau. On fait ça avec David Marchand et Baptiste Charbonnier qui nous fabriquent des matériaux par fabrication additive, où on conçoit une biocéramique. À partir de là, par CAO, on va faire le moule inverse. On va fabriquer une moule par fabrication additive. On va remplir le moule de phosphate de calcium, puis il va être cuit et on obtiendra une céramique de ce type-là. Et on est par exemple en train de regarder dans un modèle de fémur chez le rat, où on a fait un scanner du fémur chez l'animal avant implantation. On a dessiné différentes architectures et on regarde, donc ça c'est un modèle une image microscalaire du matériau où on voit qu'il est vraiment complètement contrôlé. On contrôle parfaitement la taille des pores, les interconnexions pour la première fois. Avant la fabrication additive, on ne savait pas contrôler tous ces paramètres. Et ça, ce sont les matériaux en cours d'implantation. Ces études-là sont en cours. On peut aussi optimiser la source cellulaire. Oui, donc, au laboratoire, on cherche à optimiser la survie des CSM post-implantation, parce que quand on va implanter des cellules au niveau d'une grande perte de substance osseuse qui fait plusieurs centimètres, on va avoir une inflammation, un stress oxydatif, une réaction immune, et l'absence de vascularisation va créer un environnement ischémique. Donc on s'est intéressé à connaître le devenir des cellules après implantation. Donc ce qu'on a pris, on a pris des cellules souches mésenchymateuses qu'on a marquées par le gène de la luciférase, qu'on a mis en place dans des biomatériaux et implanté au niveau du fémur chez la souris, et on suit le devenir de ces cellules in vivo par imagerie en bioluminescence. Et ce qu'on peut observer, ça va très bien sur ces petites taches. Au départ, vous avez une grosse tache de bioluminescence, puisque vous avez beaucoup de cellules vivantes, et avec le temps, il y a une mort cellulaire massive, et qui est signifiée là, quantitativement sur le graphe au-dessus. Ce phénomène, cette mort massive des CSM, c'est un phénomène général dans tous les produits d'ingénierie tissulaire qui sont épais, donc assez éloignés des vaisseaux sanguins. Et on a, au laboratoire, vu qu'il y avait un rôle essentiel de l'ischémie dans cette mort cellulaire. Donc on s'est intéressé à essayer de comprendre quel était le paramètre. Est-ce que c'était l'oxygène ou le glucose qui était responsable de cette mort cellulaire? Et pour ça, on a pris des cellules souches mésenchymateuses. On les a mis en culture, donc soit en absence de glucose, soit en présence de glucose, dans un incubateur à 0,1% d'oxygène, qui est la PO2 que voient les cellules quand elles sont transportées dans une grande perte de substance osseuse. Je vais passer sur des résultats directement au résultat, je ne vais pas vous montrer ici. Là, vous avez le nombre de cellules viables en fonction du temps, et ce qu'on voit, c'est qu'en rouge, quand les cellules ne sont en absence de glucose, on a une mort cellulaire, elle ne supporte pas l'absence d'oxygène et de glucose. Par contre, quand elles sont en absence d'oxygène mais en présence de glucose, elles survivent très bien. Ce qui veut dire que les cellules souches mésenchymateuses, au moins dans ce modèle-là, meurent par absence de glucose. Donc on a essayé de voir si c'était vrai aussi in vivo dans nos modèles. Donc on a pris des cellules souches mésenchymateuses qu'on a mis dans des biomatériaux en présence ou pas de glucose, et on a implanté en sous-cutané, et vous avez là sur le graphe à droite le pourcentage de survie cellulaire en fonction du temps. Et ce qu'on note, c'est qu'en présence de glucose, quand on injecte aussi dans le biomatériau un peu de glucose, les cellules survivent, alors qu'en absence de glucose, c'est le carré blanc, il y a une mort cellulaire. Donc, on s'est posé la question de pourquoi c'était quoi la problématique, et on a regardé les réserves intrinsèques de glucose et de glycogène des cellules souches mésenchymateuses, puisque c'est ces
Les cellules souches mésenchymateuses en ischémie, elles vont utiliser comme nutriment principal le glucose. Donc on a regardé les réserves de glucose et glycogène qu'elles avaient. Et si on les met dans un milieu sans glucose exogène, on a en fait une chute dans les 24 heures des réserves de glucose et glycogène. Ce qui veut dire que ce sont des cellules qui sont complètement dépendantes du milieu externe pour leur fourniture en nutriments et donc en énergie. Et cette absence de glycogène, elle induit rapidement une diminution de la quantité d'ATP et la mort cellulaire. Alors, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est qu'on essaye de désigner un hydrogène pour limiter la mort des cellules post-implantation. Et pour ça, on va prendre un hydrogène de fibrine dans lequel on met les cellules. On met de l'amidon, puisque l'amidon c'est un polymère de glucose, et une enzyme, l'amyloglucosidase, qui elle va grignoter l'amidon et libérer du glucose. Alors ça c'est un résultat in vitro où on a testé cet hydrogène. Donc on prend les hydrogènes dans des milieux sans sérum, on les met dans une station à hypoxie à 0,1% d'oxygène, et à l'état différent, on dégrade l'hydrogène et on mesure la viabilité cellulaire. Et ce qu'on peut voir, c'est que dans un hydrogène fibrine classique, on a une mort cellulaire comme attendu. À 14 jours, il n'y a plus de cellules viables. Quand on prend un gel de fibrine avec du glucose à 5 grammes par litre, on a une mort cellulaire, mais moindre quand même par rapport aux fibrines seules. Et quand on prend notre hydrogène nutritif fibrine amidon AMG, on a une mort cellulaire encore moindre, avec un effet d'un facteur 115 entre le témoin fibrine seul. Voilà. Donc il y a d'autres moyens pour essayer d'améliorer la survie cellulaire qui soit utilisent des facteurs de croissance, une augmentation du fin alpha aussi, ou qui ont des approches cellulaires où les gens cherchent in vitro déjà à prévasculer l'interne. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Hervé, et une félicitation pour cette démarche scientifique vraiment pas à pas, très, très, très jolie. Est-ce que vous avez des questions? On a eu un panorama de la chirurgie réparatrice très, très grand. Pas de questions particulières? Application clinique? Application Première clinique. application clinique? Ben, non, ce qu'on cherche actuellement, moi je cherche à résoudre le problème de la survie cellulaire, parce que je pense que c'est un problème qui est très négligé. Et qu'on a, dans beaucoup d'applications, on a peu d'effets de la thérapie cellulaire. Et c'est probablement parce qu'on a une mort cellulaire, je sais que c'est un contre-courant, mais je pense que par de la faible efficacité des thérapies cellulaires, les gens escomptent que sur l'effet paracrine, mais je pense que, on a quelques éléments pour dire que les cellules, quand elles survivent plus longtemps, elles sont fonctionnées plus longtemps, elles auront un effet positif à long terme. Si on revient par exemple sur le foie, je ne sais pas si vous avez dit, on sait très bien que plus de 90% des cellules qu'on injecte, par exemple, elles sont mortes très très rapidement. C'est une des causes d'échec de la thérapie cellulaire par injection intraportale dans les maladies du foie. C'est-à-dire, on n'a pas parlé d'une application clinique de recouvrement de la peau des brûlés. Est-ce que les spécialistes de chirurgie réparatrice qui pourraient nous en parler? Guy Magallo. Oui, alors, la peau des brûlés, ça a été le début de l'aventure, ça a été la peau des brûlés. Il s'avère que maintenant on est sous les mêmes contraintes de la MSN, c'est un médicament de thérapie innovante, qu'il y a beaucoup moins de grands brûlés en France, beaucoup moins, qu'on avait un protocole en cours sur lequel on devait faire 10 patients, on est à la 4e année, on a fait 8 cas, et on n'a pas arrivé à le terminer, parce que les indications ne s'appliquent qu'à des brûlés supérieurs à 60% ou 70%.
Et il y en a plus, des cas exceptionnels, qui sont la plupart du temps des tentatives de suicide et qui ne sont pas d'excellents candidats des protocoles de recherche de thérapie cellulaire. Par contre, ce qui est en train de se développer chez les brûlés, les Américains s'intéressent beaucoup aux brûlés en ce moment parce qu'ils craignent qu'il va y avoir une grande catastrophe, un grand attentat qui va faire beaucoup de brûlés d'un coup. Et ils sont sur l'injection intraveineuse de cellules souches du tissu adipeux pour essayer de voir si on peut agir sur le problème immunitaire des brûlés. Et puis, il y a beaucoup de travaux sur les séquelles et sur les cicatrices, c'est-à-dire transformer de la peau brûlée en peau de bonne qualité. Alors, oui, le champ de la couverture immédiate est en voie de disparition. Je pense que les seuls qui en font encore un peu, c'est Percy, parce que c'est un centre militaire où il y a encore des grands brûlés de la région parisienne. Et d'ailleurs, ils ont aussi le protocole sur le traitement des radiolésions, qui est un protocole international. Donc, mais on est tous, si vous voulez, tous les gens qui sont dans ce domaine sont sous une contrainte réglementaire tellement compliquée que on sait, moi je ne sais pas sur la défolieur, voilà, dans les peut-être quelques-uns, mais les hôpitaux en ce moment dans une situation difficile hésitent à mettre plusieurs millions d'euros pour traiter quelques dizaines de patients. Ça rejoint ce que disent les investisseurs, parce que quand on va voir les investisseurs en disant on va bioprinter de la peau pour traiter les grands brûlés, ils ne mettent pas un copec. Non. Il n'y a pas de marché. Pas de marché. Je sais, enfin moi j'ai au labo on a une boîte belge qui s'appelle Skeletal Cell Therapy, je crois, qui est belge. Elle emploie 100 personnes depuis 2 ans, avant elle était à 50, et ça fait 10 ans qu'elle existe en Belgique. C'est par la voie des startups. Ils ont 2 essais de thérapie cellulaire, mais c'est des financiers, c'est purement belge, c'est purement privé. C'est connu du secteur privé. Parce que la Suisse aussi, c'est une fondation. L'an dernier, ils ont délivré 125 doses de fraction vasculaire stromale. Ils vendent la dose de 4 000 €. Bon, il n'y a pas de rentabilité. Quand on regarde toutes les petites boîtes qui se créent autour de cette dynamique, on s'aperçoit qu'effectivement il y en a beaucoup. Et quand on prend un chiffre d'affaires de celles qui ont 10 ans de vie, il est très mauvais. On leur a donné beaucoup d'argent et ils sont en déficit et c'est un vrai problème. La société belge dont je vous parle, quand on leur a demandé quelle thérapie de produits cellulaires elle vendait, c'était aucun. Ils étaient tous en essai clinique, il n'y avait pas de thérapie. Ils étaient en essai clinique, mais ils ne vendaient rien. C'est ça, ils ne vendent rien. Mais nous, la boîte avec qui on travaille, qui nous fournit l'automate, ils en sont à 14 ans de recherche et développement sans avoir gagné un centime. Et leur dernier essai randomisé sur l'arthrose du genou, le résultat, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que l'effet placebo dans l'arthrose du genou est aussi important que l'injection de cellules souches. Donc ça fait réfléchir. Est-ce qu'on a d'autres questions pour la petite Philippe? Oui, merci d'écouter cette question un peu stupide. Quand on a une plaie et que cette plaie cicatrise, quelle est la nature des cellules qui permettent cette cicatrisation? Pour le tissu osseux? Pour une plaie de la peau? Pour le tissu osseux, je vais répondre. Oui, mais répondez pour le tissu osseux. Le mois d'avril, je dois même avoir une diapo un peu. C'est essentiellement les cellules du périoste et de la moelle, pour ce qui est de la phase reconstructrice, et les cellules inflammatoires, dont les ostéoblastes, pour ce qui est des cellules qui vont résorber tout l'ossement. Donc ça n'a rien à voir avec votre exposé. Si, parce que les cellules souches mésenchymateuses, les cellules osseuses dérivent des cellules souches mésenchymateuses. En tout cas, celles de la moelle. Oui, ce sont les cousines germaines. Ce sont elles dérivent, les ostéoblastes. Il y a 2 lignées qui sont importantes pour l'os. Il y a les cellules, les ostéoclastes qui résorbent le tissu osseux. Eux, ils viennent des cellules hématopoïétiques.
Et il y a les ostéoblastes qui, eux, viennent de la lignée cellules souches mésenchymateuses. C'est ça, la nature fabrique Voilà, elle-même ses voilà. propres Et cellules c'est pour de ça que nous, réparation. on a toujours gardé les cellules souches mésenchymateuses dérivées de la moelle osseuse. On ne s'est jamais aventuré à aller voir celle de la fraction vasculaire que beaucoup d'autres exploitent. Mais nous, enfin moi, pour des raisons de... Je pense que c'est le problème de la source cellulaire, c'est pas tellement le problème. Je pense que le gros problème, c'est celui de proposer un micro-environnement aux cellules où elles vont être viables et on va pouvoir les diriger vers le phénotype qu'on veut faire. Et ça demandera du temps. C'est pas quelque chose qu'on fera en 5 minutes. Pour l'instant, moi, j'en suis à la première étape, c'est essayer de les faire survivre. Une fois qu'on les aura fait survivre, on pourra les diriger vers le phénotype qu'on veut, par exemple avec la chimie du matériau. Mais ce sont des choses de longue haleine. En attendant, on peut faire, mais c'est vrai qu'on a eu de très beaux essais chez le grand animal. On a des animaux qui réparent mieux avec les cellules souches mésenchymateuses, et c'est pour ça qu'on continue qu'avec l'autogreffe. Par contre, on a une variabilité importante qu'on ne maîtrise pas. C'est pour ça que je pense qu'il faut prendre les paramètres un à un et les regarder et résoudre les problèmes un à un. Ouais, c'est pas ça. Non. Et ce n'est pas quelque chose qui est à court terme. Donc, quand l'enthousiasme s'essouffle, c'est difficile à garder le cap. Mais je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. On ne peut pas mettre des cellules et puis être content quand ça marche et puis pas content quand ça ne marche pas. Il y a un moment, il faut comprendre les choses. Et une fois qu'on aura compris comment elles marchent, etc., on pourra faire les choses contrôlées. Merci. Guy Magallon, une réponse à cette question sur... La peau, oui, la peau, si vous voulez, bon, la première condition, c'est qu'il faut que les tissus soient vascularisés pour obtenir du bourgeon chanu. Et après, l'épidermisation, elle se fait soit parce qu'il reste des enclaves épidermiques et que ça va autour des poils, des glandes sébacées, soit par les berges. Bon, s'il n'y a plus d'enclave, il faut ramener de l'épiderme, on tombe dans les enclaves de peau. Ce qu'on sait maintenant, si vous voulez, c'est que nous, le modèle de cicatrisation le plus difficile, là, on vient de terminer un protocole sur les fistules de la maladie de Crohn. On fait 10 cas qui est un sujet difficile par thérapie cellulaire, avec constellation sphinctérienne, par des techniques de micrograisse et de fraction acéleromale. On sait que les plaies, si on amène des cellules nucléées, nous on utilise des tissus graisseux parce que c'est la plastie, et qu'on amène du PRP, on cicatrise les plaies. Alors, on cicatrise les plaies. On peut arriver à accélérer la cicatrisation parce qu'on ramène deux types de cellules. Moi je prends beaucoup après je ne suis pas un scientifique, moi je suis un chirurgien, mais je crois beaucoup à la communication intercellulaire et on voit bien que dans ces soupes dans lesquelles on a des cellules endothéliales et ça fabrique du vaisseau, je ne suis pas sûr que la cellule souche mésenchymateuse soit la finalité. Et que peut-être des mélanges plus complexes qu'avant sont intéressants. Oui. Non, ça, il n'y a pas de précédent divulgatif cellulaire, tout dépend déjà de ce qu'on veut faire. Et puis, il y a un effet... Si je veux vasculariser, je ne prendrai pas des cellules souches mésenchymateuses. Et puis, il y a l'effet dose, et pour le moment, sur l'effet dose, on n'en sait rien. On ne sait pas s'il faut mettre beaucoup, pas beaucoup, et donc on est au début. Mais toutes les années, vous allez avoir une session là-dessus, et toutes les années, on aura une petite acquisition. Catherine. Oui, je voulais juste effectivement ajouter, avec cette idée-là, on voit bien qu'il y a eu une évolution. On était parti au départ de l'idée que l'organisme, un tissu, ne se réparait pas tout seul, donc il fallait absolument apporter des cellules. Alors on a effectivement, pour réaliser beaucoup d'expérimentations, on met plus ou moins de cellules, on regarde si ça marche, avec des... ça marche pas. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a aussi progressé justement dans la compréhension. Même au niveau réglementaire, on voit bien que si on se dirige vers des thérapies qui n'utiliseront pas directement les cellules, qui utiliseront justement des vésicules de communication, de toute manière, il faudra bien aussi au niveau réglementaire, et ça, tout ça, on l'aura acquis. Alors, on voit bien qu'au niveau réglementaire, pour le moment, on est vraiment bloqué sur le passage aux patients,
pour l'injection des cellules. Si maintenant on prend tout ce qu'on a déjà mis en place, on a les cellules, on leur fait produire des vésicules et c'est ça qu'on va administrer aux patients, on y est presque là, vraiment, ça sera dans un sens, je l'espère, beaucoup plus facile. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un contrôle sur cette régénération, sur cette réparation. Pour le moment, on se contente de regarder si ça répare tout seul ou pas, ou on ajoute quelques cellules. Là, on avance vraiment sur cette idée de pouvoir les contrôler, cette réparation. Donc tous ces réparations endogènes et compréhension des mécanismes entre les cellules, je pense que c'est vraiment ça qui va améliorer, qui va vraiment voilà, débloquer beaucoup de choses. Et j'espère effectivement que ça donnera à M. Magalon beaucoup plus d'optimisme sur l'utilisation des cellules ou de leurs dérivés en tout cas. Merci, on a le temps pour une dernière petite question. Donc on va épuiser le sujet. Donc, Philippe et puis Dominique, vous voulez faire un petit commentaire de fin? Moi, je voudrais faire un commentaire. Alors Richard. Confiance à Richard, il peut toujours faire un commentaire. Ouais, j'aime bien faire un commentaire de synthèse. Moi, si j'ai compris cette session, en fait, pour réparer un tissu vivant, il y a besoin de trois choses. Il y a besoin d'une cellule, il y a besoin d'un support, et il y a besoin, j'allais dire, d'un liquide qu'on peut appeler l'environnement pour le faire croître et de se faire s'améliorer. Si je prends l'idée de la cellule, je vois dans cette histoire plusieurs étapes. La première cellule, c'est prendre la cellule indifférenciée de l'embryon, voire du sang du cordon, et plus on peut avancer, et plus on peut prendre une cellule différenciée, en sachant quand même, et on a vu le jour d'importantes exposés, notamment, je reprends toujours mon idée, parce que je suis très cancérologique dans mon raisonnement, lors de la métastase du cancer du poumon épidermoïde, elle se transforme dans une transformation mésenchymateuse, et donc il n'est pas invraisemblable que les cellules que vous mettiez puissent se transformer, et donc comment est-ce qu'on peut les diriger dans cette transformation? Donc finalement, pour réussir la reconstitution d'un tissu, c'est trouver la bonne cellule, ou le support dans lequel elle est qui suffira, qui est la vésicule. Deuxièmement, faire en sorte qu'il y ait un support, et là je rejoins tous les travaux qu'on a eus, que ce soit les supports résorbables, l'idéal est un support résorbable, parce que là je mets une autre casquette, si vous voulez, nous on est très embêtés, notamment je parle dans les réparations pariétales, quand on met du corps étranger dans l'organisme, il y a des réactions auxquelles on n'en parle pas, c'est l'arrivée des macrophages, le shrinking, la réparation du matériau, etc. Donc il y a quand même des problèmes qui sont là, qui peuvent se greffer sur le matériel qu'on va mettre. Et troisièmement, il faut que vous nous aidiez, et là on peut rejoindre, si vous voulez, tous les travaux que j'ai pu voir, que ce soit notamment, je pense à Marseille, tous les travaux de Pierre-Marie Martin sur l'interaction cellules, stroma, cellules péricellulaires, qui montrent pourquoi est-ce qu'une cellule, tout d'un coup, reste cohésive, qu'elle s'installe, qu'elle ne se grimpe pas les unes sur les autres, parce que c'est quand même une chose. Et la dernière étape où on est encore nul, mon cher Philippe, malheureusement, c'est que ces cellules qu'on a fait, que montrait très bien François et que tu montres très bien qu'ils sont toujours là, comment est-ce qu'on va les rendre fonctionnels? Puisque c'est le privilège de l'os, c'est parce que je suis très méchant avec les gens qui réparent de l'os, c'est qu'il n'y a pas besoin de fonction, entre guillemets. On va dire, non, je m'excuse d'être méchant comme ça. Voilà. Parce que ce que vous nous avez montré dans les brebis, j'allais vous poser cette question tout à l'heure, est-ce que quand on a enlevé le fixateur externe, c'était solide? Oui. La plaque, il n'y a pas le fixateur externe. Parce que si vous voulez, on a vu des belles photos, mais est-ce que c'était pas un os mou, puisqu'un des problèmes. Ah non, mais je vous taquine, mais un des problèmes, si vous voulez, dans la reconstruction osseuse, c'est bien souvent, c'est un os qui est, entre guillemets, pas solide, puisque c'est. Non, c'est plusieurs mois. On a vu la brebis. Sa plaque. Est-ce qu'on lui a enlevé sa plaque? C'est ça. Je voudrais poser, avant que le président conclue, lui poser une question. Vous avez tous évoqué une démarche officielle de l'Académie auprès du pouvoir public. Est-ce que, Dominique, tu penses qu'on pourrait faire quelque chose? Il faut toujours essayer. Voilà. Ça sera un des nombreux essais, je pense. Peut-être que la force de l'Académie auprès des agences, il faut passer par le haut. C'est pas au niveau des agences qu'on aura un jour. Ça permet, Dominique, de penser, est-ce que ça a changé quelque chose? Le petit élément, je ne crois pas, je vous pose la question, parce que je n'ai pas suivi ça de près, l'acquisition plus rapide des forfaits d'innovation, ça n'a rien changé pour vous dans votre recherche? Le protocole qui a été donné il y a 1 an et demi, là je me tourne vers les gens qui travaillent à l'FDA, non, vous n'avez pas entendu, ça n'a rien changé, le grand projet de... Ça a plutôt ralenti. Mais je pense que la NSF est devenue beaucoup plus frileuse après certaines affaires, c'est ça qui a en sécurité et, je dirais, facilitateur, ça se traduit par... Un processus de plus, c'est une agence Exactement. En France, on a eu de la chance de passer des îlots avant les grandes affaires. Parce que sinon, on n'aurait jamais greffé d'îlot en France. Par exemple. Bien, écoutez, merci beaucoup. Vraiment, bravo à tous les speakers, sont des leaders dans le domaine.
bravo à Philippe de les avoir réunis et à Dominique Le Tourneau de l'appui de la FDA dans cette filière. Merci.